Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la chambre de ma mère. Moi, le professeur de lettres de l'Université catholique de Louvain, qui n'a jamais trouvé à se marier, attendant un livre à la main, le réveil possible de sa génitrice. Une maman fatiguée, lassée, ravinée par la vie et ses aléas. La peau de chagrin de Balzac, c'est le titre de cet ouvrage. Une édition ancienne, usée jusqu'à en effacer l'encre par endroits. Ma mère ne sait pas lire. Elle aurait pu porter son intérêt sur des centaines de milliers d'autres ouvrages, alors pourquoi celui-là? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su. Elle ne le savait pas elle-même, mais c'est bien celui-ci dont elle me demande la lecture à chaque moment de la journée où elle se sent un peu disponible, où elle a besoin d'être apaisée, où elle a envie tout simplement de profiter un peu de la vie et de son fils. Une lecture qui lui est aussi devenue indispensable le soir, avant de s'endormir. Elle se cale en chien de fusil contre son oreiller, ferme les yeux, comme un enfant qui sait, pour l'avoir entendu des dizaines de fois, qu'un conte va l'émerveiller ou l'épouvanter. La peau de chagrin. J'ai dû le lui lire moi-même déjà 200 fois. Elle l'a découvert sur une cassette audio que j'avais empruntée à la bibliothèque il y a bien 25 ans. Je me suis attachée à cette époque à lui faire découvrir des trésors de la littérature par ce biais. Des cassettes ordinairement destinées aux aveugles ou aux malvoyants. Parmi les dizaines écoutées, celle-ci a eu de loin sa préférence. Tout de suite, à peine rendue à la bibliothèque, elle m'a demandé de la lui acheter, puis de le lui lire régulièrement. Pour soulager un peu mon temps et inquiet de sa fascination pour cette seule œuvre, je lui ai trouvé d'autres supports. J'ai d'abord acheté des cassettes vidéo, puis des DVD, des versions de l'ouvrage en drame lyrique, en opéra, en ballet, en adaptations diverses et variées, au cinéma, à la télévision, mais rien n'a trouvé suffisamment grâce à ses yeux pour qu'elle puisse se passer de la lecture. En mon absence, ma mère revenait inlassablement à la cassette audio, dont j'avais racheté plusieurs exemplaires tant elle s'usait rapidement par l'écoute systématique. J'en avais fait faire des copies, mais elles se révélaient trop rapidement inaudibles. Et puis un jour, je n'en ai plus retrouvé. On avait cessé d'en vendre. J'ai fait les brocantes dans l'espoir d'en voir ressurgir une, sans succès. J'ai même menti à la bibliothèque, leur faisant croire que j'avais perdu leur exemplaire. Mais cette cassette-là aussi a fini par rendre l'âme à son tour. Alors, je me suis astreint pour elle à cette lecture quotidienne. Le texte que l'on vient d'entendre, lu, ou plus que lu, porté par Farida Rawatch, est extrait de Ainsi parlait ma mère de Rachid Benzine. C'est le tout début du livre. On connaît Rachid Benzine pour ses travaux sur l'islam, sur le dialogue entre les religions comme essayiste, mais ces 3 derniers livres sont plutôt des livres qui vont vers la fiction. Alors, on va interroger Rachid autour de ce dernier livre et peut-être on fera un aparté sur les 2 autres. Qui parle là, ce professeur de l'Université catholique de Louvain alors, on sait qu'il a 54 ans et qu'il est le dernier fils d'une famille de 5. Il y a une fratrie de 5 enfants, 5 garçons. Absolument. Le narrateur est un professeur de littérature à l'Université catholique de Louvain. C'est le dernier d'une fratrie et il revient s'occuper de sa mère malade et vieillissante. Et donc depuis 15 ans, il en prend soin tout en continuant à faire ses cours à l'université. Donc, il revient dans la chambre dans laquelle il a grandi, il revient dans ce domicile qu'il a vu naître et à travers cet endroit-là, ou à partir de cet endroit-là, il va raconter sa mère, puis il va aussi pouvoir se raconter.
Alors cette mère, elle a 93 ans, là, lorsque commence le livre. Elle vient du Maroc, plus précisément de Zagora. Alors, vous pouvez nous situer un petit peu Zagora? Zagora est au sud du Maroc, c'est la partie berbère du Maroc. Donc elle vient de cette campagne-là, elle finit par rejoindre son mari en Belgique et elle arrive en Belgique en ne sachant ni lire ni écrire comme beaucoup de mamans de la première génération. Ce qui est très intéressant, c'est lorsque, justement, dans le pays d'origine, elles sont des reines de la parole est leur royaume, elles peuvent absolument s'exprimer, elles ont les codes d'une société, et d'un seul coup, quand elles viennent ici, elles deviennent silencieuses, muettes, elles deviennent invisibles. Alors elle est veuve très tôt, hein. Son mari travaillait au pilon d'une maison d'édition. Là, vous choisissez un domaine pas trop loin du livre. Il meurt écrasé par une palette de livres. Là aussi, la symbolique est lourde. Et puis elle devient employée de maison, elle devient femme de ménage, elle s'occupe des autres. Elle est dévouée, elle est en même temps lucide sur ses patrons, elle est dans un entre-deux par rapport aux supérieurs. Absolument, c'est-à-dire qu'elle part du principe qu'il faut respecter tout le monde et elle respecte énormément. C'est-à-dire que dans le texte, tous les gens qui avaient un chapeau, qui s'adressaient à elle, pour eux, elle devait les respecter. C'est une femme qui a dû, après la mort de son mari, s'occuper de ses 5 enfants. Et en même temps, elle a une activité que le fils, le narrateur, va découvrir qu'il ne soupçonnait absolument pas. Elle est aussi très silencieuse sur ses douleurs, sur ses peines. Elle n'en fait pas part à personne, pas même à son fils. Absolument. En tout cas, j'ai découvert ça sur cette première génération en écrivant ce roman. C'est une première génération qui n'a pas fait de ses souffrances une identité. C'est-à-dire comme si finalement, il y avait une espèce de pudeur à s'étancher sur les blessures, sur le passé, comme si finalement, c'est pas ça qui fait avancer, mais en même temps, il y avait la peur de transmettre ces douleurs-là à ses propres enfants. Nous sommes où? Vous avez dit la Belgique, alors plus précisément à Schwerbeck, c'est comme ça? Scarbeck. Scarbeck. Ouais. Bon. Et alors À Scarbeck, c'est un quartier, je dirais, de Bruxelles où il y a beaucoup de Marocains, en tout cas des gens d'origine marocaine. Et je voulais, en tout cas, installer ça en Belgique parce que j'ai eu l'habitude d'aller en Belgique, d'enseigner, de donner des conférences. Et pour moi, c'était important de déplacer finalement ce regard pour qu'on se dise pas c'est l'histoire de Rachid Benzine. Alors là, cette femme, cette maman a vieilli, elle a, comme beaucoup, elle a chuté, elle a laissé le gaz allumé, elle s'est fait avoir par des démarcheurs à domicile, elle a acheté 3 aspirateurs la même semaine. Bon. Et lui est venu s'installer avec cette mère lorsqu'elle avait 78 ans, je crois. Et il a renoncé un petit peu à sa vie personnelle en faisant cela. Absolument. En tout cas, il a renoncé à sa vie. Il a renoncé à sa vie de, je dirais, il n'a pas renoncé à sa vie en tant que professeur. Il a renoncé à sa vie en tant que sortie, en tant que, je dirais, la possibilité même de pouvoir se marier. Et il va se consacrer à cette mère qui a absolument besoin de lui parce que elle est de plus en plus vulnérable et c'est aussi une manière de prendre soin. C'est un livre sur la gratitude et en prenant soin de sa mère, c'est une manière à lui de réparer un certain nombre de choses, mais en même temps de dire merci à cette génération parce que justement les autres frères sont partis vivre ailleurs. Et donc ils ont créé une famille et comme il le dit, chacun fait ce qu'il peut. Il s'avère que c'est le dernier, il est encore célibataire et c'est peut-être celui qui a le moins de contraintes. Oui, ils sont très absents, les frères. Ils apparaissent, mais très, très peu. Vous les faites quasiment pas parler. Il y a peu de rapport entre le dernier et les 4 autres. Oui, oui, absolument, parce que c'est le dernier d'une fratrie et que lui, c'est quelqu'un qui se plonge très vite dans les livres. Donc il a son mode, il a son univers et il le construit, son univers, puis jusqu'à devenir professeur de littérature. Il n'y a pas beaucoup de paroles, effectivement, avec les autres frères, parce qu'ils sont partis aussi très rapidement et qu'ils ont fait absolument leur vie, mais ils sont aussi à l'image de cette mère qui elle, ne veut pas demander trop d'aide. C'est-à-dire que demander de l'aide à ses enfants lui paraissait quasiment quelque chose de déplacé. Et elle veut absolument les rendre libres. Et je crois que ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'elle porte en elle, de libérer ses enfants, même de l'aide qu'il pourrait lui donner, qui pourrait
paraître normal quand on est issu d'une famille, et notamment maghrébine, cette idée que vous devez prendre aussi en charge vos parents comme ils vous ont pris en charge, eux, quand vous étiez petit. Alors elle bénéficie quand même d'aide, en particulier d'une certaine Mathilde, infirmière. On va entendre un deuxième passage, lu par Farida Rawatch. Un jour, une certaine Mathilde a appelé à la maison. J'étais occupée à laver maman, alors je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message. Mathilde est une infirmière qui a pris soin de ma mère lorsque celle-ci était régulièrement hospitalisée. Elle avait réussi à avoir son numéro par une voisine qu'elle connaissait et proposait dans son message de passer la voir. Ça lui ferait vraiment plaisir, disait-elle. Ma génitrice, en entendant le message, s'est illuminée comme au rappel d'un joyeux souvenir. Elle m'a demandé de la rappeler et de l'inviter. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Elle a passé plusieurs heures auprès de ma mère. Je les entendais rire doucement. Je suis restée dans le salon. Je ne voulais pas voler à l'amour de ma vie ce plaisir oublié de papoter avec une amie et de parler d'autre chose que de la maladie. Et je me suis surpris à découvrir tout l'éventail de thématiques que ma mère pouvait aborder au cours d'une conversation. Échange toujours truffé de mots approximatifs et à la syntaxe incertaine, marqué au fer rouge de son accent inimitable, mais qui ne la rendait en rien compréhensible auprès de son interlocutrice. Lorsque ma mère s'est endormie, Mathilde m'a rejoint autour d'un thé. C'est ainsi, en discutant avec elle, que j'ai découvert une part de maman que j'ignorais. Lors d'une de ses hospitalisations, elle avait appris que Mathilde était en plein divorce. Celle-ci avait décidé de quitter un mari violent qui les mettait en danger, elle et ses enfants, mais était terrorisée par l'incertitude du lendemain. Ma mère l'avait soutenue. Elle, qui osait à peine parler, et encore moins dans les administrations, avait accompagné chez des assistantes sociales, au logement social. Partout où il avait fallu pour l'aider à aller jusqu'au bout de ses démarches. Elle avait même pris des jours de congé pour être auprès d'elle dans la journée. Elle ne voulait pas qu'elle flanche. Et quand Mathilde avait fini par trouver un appartement, ma mère passait régulièrement la voir avec des plats qu'elle avait confectionnés ou des bonbons pour les enfants. Je ne savais rien de tout ça. Je ne savais pas ce dont ma mère était capable en dehors de sa famille. Mais ce que j'ai appris ne m'a pas étonnée d'elle, au service des autres et en silence. Elle a dû nous entendre discuter, mais sans savoir pourquoi, je ne lui ai ensuite posé aucune question. Je me suis contentée de l'embrasser longuement. Depuis, Mathilde passe de temps en temps la voir, avec des millefeuilles, la pâtisserie préférée de ma mère. Et moi, je me suis enduit d'une couche supplémentaire de honte. Je m'occupe certes de ma mère, on me loue souvent pour ça. Mais me suis-je vraiment jamais intéressée à elle? Je veille à ce qu'elle ne manque de rien par devoir. Je l'aime, sincèrement. Mais la fracture culturelle que l'école a établie entre mes frères et elle d'un côté et moi de l'autre me semble définitivement insurmontable. Les transfuges de classe ont toujours le cul entre deux chaises. Ce n'est pas la position physique qui fait mal, mais la douleur muette qui vous donne ce sentiment ineffaçable d'être un traître à votre propre famille. À celles et ceux qui vous sont le plus chers et qu'inconsciemment et patiemment vous avez appris à mépriser. Très touchant, ce jeune homme là qui découvre sa maman, en tous les cas des facettes de sa mère, et en particulier cette faculté à écouter les autres. Absolument, c'est-à-dire que les parents connaissent leurs enfants, mais les enfants ne connaissent pas leurs parents. En tout cas, ils prennent le temps de les découvrir une fois que les parents sont un peu plus vieux, mais ils sont à l'image de cette génération qui a été effectivement parfois trop souvent dans le silence parce qu'elle n'avait pas le code, parce qu'elle n'avait pas le langage, mais qui était dans le faire. Et moi, je peux vous parler en tout cas de mon expérience, moi en tant que Rachid Benzine à Trappes.
dans le quartier qui s'appelait Louis Pergaud, qui s'appelle encore Louis Pergaud. On avait l'assistante sociale au bâtiment 1. On avait le médecin au bâtiment 5. Donc du coup, ça crée automatiquement quelque chose qui relève de la proximité et la question du lien. Et qu'il y avait ça existe encore une véritable, je dirais, solidarité ou de sororité qui est là. Et des gens, je dirais que l'on ne soupçonne pas, à qui à chaque fois on tient ce type de discours sur les allocations familiales, sur les aides, alors que ce sont des véritables sujets qui s'entraident et qui parfois ne demandent absolument rien. Et donc pour moi, c'était aussi une manière de rendre hommage à toute cette solidarité que je vois encore lorsque je me balade en France, cette solidarité au quotidien, ces gens qui se dévouent aux autres et en se dévouant aux autres finissent aussi par s'accomplir eux-mêmes. Cette maman, il découvre aussi une autre facette qui est son combat pour la justice ou contre l'injustice. Elle va aider une famille, par exemple les Neuvernes. Hein. Il va héberger. Oui, absolument. En tout cas, c'est une femme qui a horreur de l'injustice. Parce que la question de l'injustice, elle a à voir avec l'idée de la reconnaissance. Et que la reconnaissance a à voir avec l'idée de la dignité. Et que l'injustice touche finalement au visage des êtres humains, elle touche à leur dignité en tant qu'hommes et femmes et à leur capacité. Et à travers, en tout cas, ses prises de position, puisqu'elle prend quelques jours de congé alors qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent, elle se dit que c'est très important de pouvoir accompagner les plus fragiles, les plus vulnérables. Et son combat, il est là. C'est-à-dire que même avec ses enfants, elle a mené ce combat pour qu'ils deviennent des hommes, pour que les autres puissent trouver un peu leur place, et qu'elle a aussi subi l'injustice. Je le raconte en tout cas dans le roman à 2 reprises. C'est plus que de l'injustice, c'est de l'humiliation. Et l'humiliation, elle fait partie pour moi de ce qu'on pourrait appeler la société du mépris. C'est-à-dire qu'on ne vous reconnaît même pas en tant qu'homme, aux femmes, on ne vous reconnaît même pas en tant que sujet, on ne reconnaît même pas votre parole. Et donc, parfois, on ne reconnaît même pas votre ressenti. Donc il y a une espèce de violence symbolique, il n'y a pas que la violence physique, il y a la violence de parole, mais il y a des violences symboliques dans le regard et dans le déni de reconnaissance qui peuvent marquer les individus et les empêcher de grandir. Vous dites à un moment une troisième qualité elle est très moderne, plus moderne que les 4 frères. Absolument, c'est-à-dire qu'elle est issue d'une culture de l'oralité et d'un pays où on acceptait finalement beaucoup de différences. Il y a le fou du village, il y a l'homosexuel, tout ça, ça fait société. Il n'y a pas cette définition du eux et du nous. Et quand elle écoute une chanson de Charles Aznavour, justement... Comme ils disent. Oui, voilà, exactement. Quand il dit « j'habite seul avec maman ». Et là, les frères, qui sont parfois dans des contextes et des postures de virilité, elle leur dit « même si un jour j'apprends que vous êtes homosexuel, je vous aimerai tout autant ». Et cette ouverture, en tout cas ce côté inclusif, surprend beaucoup les frères qui, eux, sont plutôt dans des postures un peu virilistes. Alors, il y a des rapports assez complexes, finalement, entre ce fils et sa mère, un grand amour de part et d'autre, mais il y a quand même un hiatus entre cette femme analphabète, lui, qui est un intellectuel, et il s'en veut beaucoup. Il y a de l'incompréhension, il ne comprend pas bien son amour pour les têtes couronnées, par exemple, et ça le dérange un petit peu. Et puis, il dit des phrases très dures, on vient d'en entendre quelques-unes. Il se considère comme un traître à sa propre famille. Un peu plus loin, il dit c'est la maman d'un grand con suffisant en parlant de lui. Il dit qu'il a mal aimé ses parents. Et puis un peu plus loin, cet inconscient mais bien réel mépris de classe. Il est très dur avec lui. Oui, mais parce qu'il se rend compte de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça, c'est le phénomène de beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immigration, qui accèdent à des postes, la classe moyenne ou à l'université et ailleurs, et qui, et ça a été étudié d'un point de vue sociologique, ce qu'on appelle les transfuges de classe. C'est-à-dire que votre père est ouvrier ou paysan, puis d'un seul coup, vous vous retrouvez dans une autre catégorie sociale. Et donc l'école est passée par là, et à un moment, le narrateur dit que l'école inclut autant qu'elle exclut, et les premières victimes en sont les parents. D'un seul coup, il accède à un monde, à une culture et à un langage, et sans s'en rendre compte, c'est le langage aussi de la domination.
Et donc, du coup, parfois, il a un regard très dur vis-à-vis de ses frères, qui, eux, n'ont pas fait d'études, vis-à-vis de sa mère. Et il développe, sans s'en rendre compte, un espèce de mépris de classe. Et ça, c'est la question la plus difficile, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous obtenez un nouveau langage et que les vôtres, votre famille n'accède pas du tout à ce langage, qu'est-ce qu'il est encore possible de partager ensemble? Il y a un autre aspect que vous abordez aussi qui est très juste, parce que vous allez chercher les choses qui grattent, qui font mal d'une certaine façon. Il dit à un moment, parce que l'infirmière lui reproche un peu l'acharnement thérapeutique. Donc, et lui, il réfléchit, il dit si maman mourait, je cite, si maman mourait, j'aurais du temps pour moi. Et c'est vrai qu'il aurait. Mais il s'en veut de dire cette phrase. Bah oui, c'est l'idée de la culpabilité, c'est-à-dire que même à un moment, il rêve qu'il est en train d'étouffer sa propre mère. Et donc, ce qui était très intéressant, en tout cas pour moi, c'est de laisser faire advenir aussi ses pensées pour ne pas en faire un espèce de héros sur lequel on pourrait se prosterner en disant il est tellement dévoué, etc. Il est traversé aussi par ces idées-là en s'occupant de sa mère, puis cette infirmière qui lui disait écoutez, laissez-la mourir, arrêtez l'acharnement. Et donc, il se pose quand même un certain nombre de questions. S'il fait bien, est-ce que finalement, est-ce qu'il ne se ment pas aussi à lui-même quand il dit je me suis occupé d'elle, mais est-ce que je me suis intéressé vraiment à elle? Vous voyez, donc j'avais besoin qu'il soit traversé par ces questions qui sont douloureuses et qui sont absolument légitimes. C'est-à-dire que c'est impensable de cette relation entre le fils et la mère, c'est impensable de la mort, il puisse aussi pouvoir l'intégrer. Alors, il y a des moments d'échappatoire dans le roman, c'est drôle même, il y a une part comique, et en particulier son rapport à la chanson de variété, au karaoké, et arrive le jour du 27 mai 1977. Alors là, c'est pas rien, là, c'est une sacrée date. C'est une sacrée date pour lui, pour ses frères et elle, puisque le jour de ses 50 ans, il décide de lui offrir la possibilité d'aller assister à un concert de son grand amour, Sacha Distel. Ah oui, c'est pas rien. Ce n'est absolument pas rien. Elle qui a appris le français grâce à la chanson populaire. Mais pour moi, c'était aussi une manière de réhabiliter la chanson populaire, c'est-à-dire toute cette culture populaire qui est souvent décriée, puisqu'il y aurait une culture classique qui serait absolument mieux. Mais ce qui m'intéressait, c'est de montrer comment à un moment, une société fabrique un imaginaire. Et que la chanson populaire, pour cette femme, c'est la quintessence de la langue française. C'est des chansons hautement philosophiques. Et elle connaît les chansons de Sacha Distel par cœur. d'Adamo, France Gall, Dalida, Sardou. Ouais. Mais ce sont des chansons... Pour un peu, elle aurait inventé le karaoké. Absolument, parce qu'elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Ouais, C'est-à-dire qu'elle chante le samedi soir devant la télé, devant la grande émission de l'époque. Mais dès le dimanche matin, les frères essayent de trouver Télépoche, essayent de trouver le disque pour qu'elle puisse apprendre la chanson. Parce que pour elle, c'était vraiment important d'essayer de comprendre, de saisir de ce qui se dit. Et donc, du coup, pendant qu'elle fait le ménage, elle chante et elle chante. Alors Dalida, Adamo, France Gall, Sardou et Balzac. On l'a entendu tout à l'heure, la peau de chagrin. Alors on voit bien la symbolique de la peau de chagrin qui diminue, qui rétrécit, comme la vie évidemment. Mais alors le choix de ce livre, alors vous dites dans le livre, je ne sais même pas pourquoi. Et vous le savez? En tout cas, moi je sais pourquoi ce texte-là m'a parlé quand j'avais 14-15 ans. Parce que je trouvais que d'un seul coup, on parle d'un conte populaire arabe. Et là, d'un seul coup, retrouver une partie de ma culture dans un grand texte, chef-d'œuvre de la langue française. Il y a un phénomène d'identification, il y a un phénomène, je dirais, de fierté. Et puis, il y a à la fois ce conte fantastique, et puis il y a aussi une réflexion très profonde sur la question du désir, du vouloir, du pouvoir et du savoir. Et je trouvais ça très, très intéressant. Puis il y avait un paradoxe qui m'intéressait énormément. Comment Raphaël, qui devait se suicider, cette peau qu'il obtient, elle va rétrécir sa vie, mais en même temps, elle va lui prolonger sa vie. Et donc, ce paradoxe-là m'intéressait. Mais en tout cas, le narrateur va se rendre compte que sa mère connaît ce texte par cœur.
qu'elle n'a pas de problème avec certains mots et que Elle le reprend. elle le reprend. À un moment, il raconte les orgies avec Raphaël, et puis à un moment, il y a un mot qu'il saute, et elle lui dit, il pense qu'elle dort, il dépasse ce mot, et le mot c'est pénétrer. Donc on est dans une relation sexuelle, elle lui dit pénétrer, mon fils, pénétrer. Et donc d'un seul coup, il s'est dit, mais ma mère, en fait, elle comprend ces passages-là. Et d'un seul coup, le rapport au corps, la question de la sexualité, il ne voit plus sa mère simplement en tant que mère, mais en tant que femme qui a eu des désirs et un désir sexuel. Donc pour lui, il y a quelque chose qui se dit non, c'est impensable. Je ne peux pas penser que ma mère ait eu un désir sexuel pour faire des enfants. Il ne lui dit pas tout, loin de là, il ne lui dit même pas qu'il écrit, qu'il rend compte quotidiennement. Ça ne va pas jusque-là. Non, ça ne va pas jusque-là parce que en venant s'occuper d'elle, d'abord, il fait ce qu'on appelle un retour réflexif sur sa propre vie, sur les hontes qu'il a eues, puisqu'à un moment, quand il est gamin, il a honte de sa mère, il a honte de l'accent de sa mère, il a honte de son origine. Et il dira plus tard, j'ai honte d'avoir eu honte, parce que d'un seul coup, il découvre la richesse de cette culture. Il ne parle pas beaucoup de lui, mais il parle du rapport à cette maman et on lui... C'est-à-dire, à travers ce qu'il écrit, à travers le récit qu'il raconte de sa mère, il rend hommage à cette mère, comme si finalement le récit, c'est ce qui permettait à ce qui est invisibilisé d'être visible. Et à partir du moment où c'est visible, on peut aller vers cette idée de la reconnaissance. Vous parliez de l'importance de la langue, de la mère qui reprend le fils à propos d'un mot en français. Cette même mère, elle a eu honte, elle, de parler berbère. Oui. Il y a eu ça aussi derrière cette... Absolument, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes issues de l'immigration, lorsqu'elles arrivent notamment en France, la langue berbère était la langue de la honte. Donc soit vous maîtrisiez l'arabe, donc une langue de domination, ou soit vous maîtrisiez le français. Donc du coup, ce rapport hiérarchique aux langues fait que vous acceptez cette infériorisation d'une partie de ce que vous êtes, mais parce que vous êtes dans des jeux de domination et des jeux de concurrence qui sont assez difficiles. Donc, à partir du moment où elle, étant berbère, sa langue berbère est déjà disqualifiée par rapport à la langue arabe. Ensuite, la langue française, donc une espèce de double disqualification. Et c'est pas facile de pouvoir, je dirais, se construire quand vous êtes, dès le départ, disqualifié. Alors, on a parlé du livre et de ses personnages, on a parlé un peu de l'auteur. Vous et la langue ou les langues, lorsque vous écrivez ces livres de fiction, j'entends, l'arabe joue quel rôle ? Et est-ce qu'il est là, il est présent dans la musicalité, il est où ? Absolument. C'est-à-dire que pour moi, le rapport à la langue arabe, il est lié d'abord à ma culture marocaine et notamment la culture populaire et la culture de la chanson. C'est-à-dire que à la maison, nous avons vécu... je dirais ça, tous les mardis, les vendredis, c'était 10 francs à l'époque, on allait acheter une cassette et donc du coup on avait accès au Maroc à travers la chanson populaire. Donc pour moi c'est d'abord cette idée de la chanson. Puis j'ai un père qui est un érudit musulman et donc la langue coranique, l'esthétique de la réception du langage coranique par la beauté des rimes, par tout ce qui fait la richesse d'un langage religieux. Donc la question de la récitation, la question du rythme me semble important et je crois que dans la fiction, j'ai essayé de garder absolument cette idée du rythme et en même temps de l'oralité, parce que je suis issu de la culture orale et je trouve que c'est important de pouvoir réhabiter cette langue-là. Dans les dialogues, par exemple, ça peut apparaître, il y a de temps en temps, vous passez par l'arabe où il y a quelque chose de cet ordre-là. Comment ça se fait au niveau de l'écriture au niveau de l'écriture, je ne sais pas, je ne me suis pas du tout posé cette question. Il est clair que dans ma vie au quotidien, quand il s'agit de s'énerver, c'est plutôt la langue arabe qui vient tout. Vous injuriez en arabe ? Oui, ça vient tout de suite, mais parce que je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans et donc du coup il y a quelque chose qui précède même le langage. Il y a une espèce de langue en termes d'inconscient qui vous habite et je dis, moi, au Maroc, c'était d'abord un rythme de la langue, ce qu'on appelle darija, c'est-à-dire le dialectal, qui a été important. C'était l'appel à la prière qui était constamment là. Donc, j'ai baigné plutôt là-dedans.
Alors, on le disait tout à l'heure, l'humour est présent dans ce livre. Bon, c'est grave, c'est une maman vieillissante qui va mourir. Bon, le sujet est grave en lui-même. Et pourtant, vous dites par exemple à un moment, les livres, c'est toute ma vie. Et vous expliquez que le papa qui travaillait au pilon, il ramenait des livres et on en faisait des usages pour le moins divers. Absolument, oui, papier toilette et tout ce que l'on veut. Et c'est vrai Des que... couches. Et des couches, donc on fait avec les moyens du bord, mais en même temps, c'est ça qui m'intéresse, c'est ces variations imaginatives qui sont pour moi des variations artistiques par rapport à la vie. On fait avec ce qu'on peut, mais en même temps, on transforme notre existence en passant par le rire. Et je crois que le rire fait partie de l'homme et que face au tragique, on en sort par le comique. Et c'est très intéressant parce que le comique, ça permet aussi à un moment de ne pas trop prendre ce qui nous arrive au sérieux, de ne pas en faire une espèce d'identité qui serait complètement immuable. Et dans la tradition maghrébine, le rire est très important, et même le rire sur le religieux. On oublie trop souvent qu'il y a beaucoup de blagues autour du religieux. Alors, je disais en introduction, tout récemment, trois livres, celui dont on vient de parler, mais aussi Lettre à Nour, qui était au départ du théâtre, mais Dans les yeux du ciel, deuxième roman. C'est devenu à la fiction, là, vous qui étiez dans les essais, dans les dialogues avec une femme rabbin, avec un prêtre, sujet très, très, très sérieux dans l'enseignement. Et puis là, tout d'un coup, vous allez vers la liberté de la fiction. En tout cas, j'avais besoin d'explorer une autre partie de moi-même, c'est-à-dire la question de l'imaginaire et la question de l'imagination. Vous savez, à Trappes, quand j'étais un peu plus jeune, on faisait de l'improvisation théâtrale. Donc la question de la représentation, la question de dire des textes était quelque chose de fondamental pour moi. Et j'ai commencé simplement cette idée de la fiction à partir des événements du 13 octobre 2015 du Bataclan. J'avais eu l'occasion de travailler pendant un an et demi sur l'idéologie de Daesh dans les prisons et dans un certain nombre de villes, et que après ce que nous avons subi, il m'a semblé qu'il fallait trouver une autre forme que la forme scientifique, analytique, universitaire, pour essayer de donner à comprendre, en tout cas de donner à penser, pour que les gens puissent faire une expérience, et notamment une expérience du corps. C'est-à-dire que dans la littérature, le corps est engagé. Dans les sciences, c'est plutôt l'argumentation, c'est plutôt l'idée du rationnel. Et donc j'ai décidé d'écrire cette pièce de théâtre qui est devenue Lettre à Nour, pour donner à comprendre ce que moi je voyais véritablement de l'intérieur. Parce que d'un seul coup, les gens peuvent s'identifier. Lettre à Nour, c'est d'abord une relation d'amour entre un père et sa fille, et une fille très érudite, un père philosophe, et qui décide un jour de partir sans le prévenir pour aller rejoindre son mari en Irak, et de là-bas, elle lui écrit. Et donc, on a un échange épistolaire qui permet finalement toujours cette idée du dialogue qui me semble en tout cas important. Et pour moi, que ce soit la fiction ou les essais, ce sont des occasions pour prolonger des conversations que j'ai eues et que j'espère avoir avec le public. Alors le deuxième roman, Dans les yeux du ciel, on vous avait reçu pour ce livre-là, mais j'aimerais qu'on en dise un mot, parce que quasiment dans la première phrase, vous parlez, personnage principal, qui est une femme prostituée, regarde par la fenêtre et voit des milliers de personnes protester. Là, la géographie était absente, on ne situait pas un pays précis, mais en revanche, l'histoire était là et très présente, l'actualité. En tout cas, l'actualité, j'ai voulu me saisir d'un événement qui a été le printemps arabe, avec tous les espoirs que cela a donné, et j'ai voulu raconter cet espoir à travers le corps d'une femme, qui est aussi pour moi la métaphore du monde arabe. Il s'avère qu'elle est prostituée, et dans son appartement, elle reçoit tous les acteurs je dirais, de cette révolution, que ce soit du gouverneur jusqu'à l'islamiste, et en se dénudant, en se mettant à nu, elle met à nu à la fois le pouvoir et aussi les hypocrisies de cette société, mais c'est aussi un appel vers la liberté et ce que coûte la liberté dans ces pays-là, et en plus quand on est femme. Une femme prostituée, une maman, une fille. Les femmes sont très présentes là dans vos fictions. Ben oui, mais c'est la question de l'altérité. Vous savez, quand j'ai commencé mon travail universitaire, c'était aussi sur les textes religieux, mais c'était aussi l'idée du dialogue. C'est-à-dire que j'ai eu des dialogues
assez fécond avec le père Christian Delorme, qui est un ami, donc qui est chrétien, ou Delphine Orviller, la femme rabbin. Pour dialoguer, il faut essayer de comprendre l'univers de l'autre, c'est-à-dire le système langagier de l'autre. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'univers de l'autre ou le langage de l'autre à partir de votre propre langage. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut suspendre votre propre langage pour essayer de comprendre un autre langage. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne le christianisme, je ne vais pas étudier le christianisme à partir du prisme de ce que dit la tradition islamique ou de ce que dit le Coran sur le christianisme. Vous voyez, donc il s'agit de voir comment le christianisme en soi fait système. Quand les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur de ce système ? Et quand il s'agit de la Torah, comment ça fonctionne, vous voyez ? Et donc la question de l'altérité, ce que j'appelle cette pensée de l'écart, elle est importante. Et en même temps, j'ai eu un professeur qui s'appelle Mohamed Harkoun, historien de la pensée islamique, qui disait que le phénomène de déconstruction se décompose en 3 étapes. Tout d'abord, transgresser, déplacer pour dépasser. Et donc, vous êtes obligé de transgresser votre mode de pensée ou la culture dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que sans transgression, il n'y a pas de possibilité de liberté et de création. Et donc, pour moi, je dirais l'expérience que tout homme devrait essayer de faire, c'est justement cette expérience de quitter sa condition d'homme et de se dire, essayons d'imaginer un autre lieu, un autre endroit où je serais une femme. Qu'est-ce que je dirais ? Voilà. Alors l'essayiste, il se documente, il va vers les textes, vers les livres. Le romancier, il va vers où ? Il va à l'écoute. C'est l'imagination pure ou je sais pas. Il interroge ses proches. C'est-à-dire que je suis toujours sur le mode de l'enquête. C'est-à-dire que je suis obligé de partir d'archives, je suis obligé de partir de documents, je suis obligé de partir de ce que j'entends et de ce que je vois. Et donc, je prends finalement tous ces matériaux-là, j'essaie de comprendre d'abord. Ça, c'est vraiment l'analyse. J'essaie de comprendre pour ainsi parler ma mère, j'essaie de comprendre le processus de l'immigration, j'essaie de comprendre le processus de vulnérabilité, j'essaie de comprendre le rapport à la langue. Dans un pays, lorsqu'on ne maîtrise pas la langue, qu'est-ce que ça génère comme type de violence ? Il y a beaucoup d'écrits, je dirais, là-dessus. Et ensuite, j'abandonne tout cela. Et ensuite, je me dis, j'attends que l'histoire vienne. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Mais j'ai l'impression que dans tous mes livres, c'est un dialogue. Lettre à un ours, c'est un dialogue. Ainsi parlait ma mère, c'est un dialogue. Le prochain, ça sera aussi un dialogue. Et c'est important de pouvoir continuer cette idée du dialogue. Mais il y a un moment où j'essaye d'effacer complètement l'universitaire ou l'essayiste et j'essaye que l'imagination ou que les personnages fassent leur vie. Donc, au bout d'un moment, c'est le personnage qui s'impose. Parfois, j'ai des idées qui sont complètement préconçues et d'un seul coup, dès la 3e page, tout est parti et donc il faut retrouver un autre chemin. Et pour vous, il y a plus de plaisir, plus d'amusement, plus de détente dans la fiction ou c'est des plaisirs différents ? Pour moi, il y a plus de liberté puisqu'on fait appel à l'imagination. À partir de ce moment-là, tout devient possible. C'est-à-dire que je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas à me justifier. Lorsque vous écrivez un article scientifique, vous devez tenir compte d'un certain nombre d'écrits, d'un certain nombre de travaux, les notes en bas de page, votre bibliographie. Oui, il y a plein d'éléments, il y a plein de contraintes. Donc, vous êtes quand même dans un cadre. Ici, pour moi, dans la fiction, il n'y a plus de cadre. À partir du moment où il n'y a plus de cadre, tout devient possible. Vous regardez du côté de vos petits camarades écrivains qui vous ont précédé, c'est des lectures que vous faites volontiers. Je sais pas moi, on a parlé ici même du pain nu de Choukri par exemple. Je pourrais dire par rapport à l'immigration, les books de Schreiby, plus récemment ce que fait Leila Slimani ou d'autres, Meriem Alaoui tout récemment. Vous allez vers ces... Je vais peut-être vous étonner, mais je lis très peu de littérature. Sauf si on me les conseille. Et quand je rencontre des gens, je leur dis qu'il y a un texte qui vous a bouleversé. C'est-à-dire que, comme cela, je suis beaucoup plus attiré par les essais, par l'abstraction. C'est ma formation. Mais il m'arrive de lire un certain nombre
de textes. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une rencontre avec Leila Slimani. J'ai acheté ses ouvrages, donc je vais les lire. Choukri, je l'ai lu il y a peut-être une dizaine d'années, mais c'était un moment où on avait besoin je dirais, de s'identifier. Mais je lis très très peu de littérature. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est la réalité. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, hein, c'est aussi... Et si on devait résumer ce travail, en tous les cas ce livre dont on vient de parler, Dans les yeux de ma mère, c'est un hommage aux femmes et singulièrement aux femmes émigrées. Tout à l'heure, vous avez quasiment, je ne sais plus si vous avez emprunté le mot ou pas, mais le mot hommage m'apparaît juste. Oui, en tout cas, c'est un hommage, puis c'est un livre vraiment sur la gratitude. Il y a une première génération qui est en train de vieillir et se pose la question comment nous prenons cette vieillesse en charge et qu'est-ce que ça veut dire. Et donc se pose la question du soin. Et quand on n'est plus capable de prendre soin de ses parents, ben, il y a les EHPAD. Alors du coup, qu'est-ce que ça produit? Parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de parents de l'immigration qui se retrouvent dans des EHPAD. C'est une rupture culturelle qui est assez incroyable. Donc comment gérer cela? Comment faire face à la culpabilité? Ça, c'est un élément. Et puis, il y a aussi ce sentiment mais que j'ai, que je rencontre chez beaucoup de gens, c'est le fait de voir partir ses propres parents, les voir vieillir, les voir de plus en plus vulnérables et mourir. Ben, c'est comme s'il y avait une espèce de séquence qui se refermait et d'un seul coup, les enfants de l'immigration deviennent véritablement orphelins. C'est comme si vos parents, et vous avez pris dans une barque, ils vous emmènent sur une île et vous passez un peu de temps avec eux, puis d'un seul coup, quand il faut mourir, quand ils vont mourir, d'un seul coup, ils repartent tout seuls dans la barque et vous êtes là et vous posez la question de votre présence ici. C'est-à-dire que tant que vos parents sont là, vous vous battez pour légitimer une présence. Mais quand ils ne sont plus là, vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Et donc, c'est des choses que moi, je vois, je dirais, monter comme ça à la surface en termes de débat. Mais c'est aussi un moment pour les remercier d'avoir accompli ce geste-là. Et je pense qu'ils sont en train de mourir. Certains sont déjà morts. Donc, c'est important de raconter leur propre histoire pour que la nouvelle génération puisse avoir cet héritage-là, parce qu'on ne se construit pas sans héritage. Et c'est un héritage qui est beaucoup plus fort que ce que l'on pense. Tout à l'heure, vous avez entrouvert la page en disant le prochain sera un dialogue aussi. Alors c'est un dialogue, il y a une femme aussi, il y a deux femmes. Non, je suis très intéressé par le silence des pères. Donc ça sera normalement, il devrait s'appeler le silence des pères. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont empêchés, qui ont été empêchés d'être pères. Et donc j'ai envie de comprendre ce silence-là. Merci Rachid, on va entendre un dernier extrait lu par Farida Rawaj. La veille au soir, il avait neigé. Ma mère m'a demandé de tirer les rideaux pour voir danser les flocons. Tu vois, mon fils, ces flocons? Ce sont les oreillers des anges. Ils viennent me chercher. A-t-elle soufflé? J'ai souri. La poésie de ma mère m'étonnerait toujours. Elle, qui n'avait jamais écrit, pouvait parfois sortir des phrases qui me laissaient muet. Non, maman, ils viennent juste te bercer, lui ai-je répondu pour masquer mon émotion. Cela faisait plusieurs jours que son état se dégradait. Son infirmière et le médecin me disaient qu'elle était très fatiguée. Une manière de m'annoncer que son heure approchait, mais habituée à ce qu'elle résiste, je refusais de les écouter. Même si je sentais poindre en moi une étrange brûlure. Ce soir-là, je suis restée près d'elle longtemps. Je lui ai raconté ma journée dans ses moindres détails. Je ne le faisais jamais, mais cette fois-ci, je voulais retenir les heures du jour, les étirer pour que la nuit ne vienne pas. Elle m'écoutait, pensive. Il est temps. Telle une flèche, sa phrase a d'un coup interrompu mon récit.
Elle a tourné doucement sa tête vers moi. « Merci, mon fils. » Je ne me souviens plus quand j'ai commencé à pleurer. Je lui ai simplement dit « Maman ». Ma tête s'est lentement posée sur son lit. Elle a pleuré aussi, nos larmes fusionnées sur sa joue. Je lui ai fredonné la vieille dame de Sacha Distel. Quand on est vieux, on a besoin de ses enfants pour finir le chemin. Pincé au bout de son doigt, l'appareil indiquant son taux d'oxygène a égrené inexorablement et cliniquement la dernière ligne droite de la vie de ma mère. 95, 94, 93, 92, 91, 90. Je voyais sous mes yeux ma mère s'en aller dans un décompte macabre que j'étais confusément tentée d'enrayer sans avoir aucune capacité de le faire. Implosion totale en moi. Lorsque les derniers chiffres se sont affichés, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je savais que je ne reverrais jamais plus la vie dans les yeux de ma mère. Elle est morte comme ça. Et j'ai pu voir exprimée par un 0 la fin de sa vie, ou le résumé de sa vie aux yeux du monde. Une vie de 0. De ma main, je lui ai fermé les paupières sans oser fixer ses yeux éteints. Je me suis retournée comme si mes larmes pouvaient encore la faire souffrir. Machinalement, sans trop savoir pourquoi, peut-être pour me rassurer sur mon propre état de santé en cet instant, j'ai accroché son appareil à mon propre doigt. Je n'ai pas compris pourquoi le chiffre n'est pas monté instantanément au-dessus de 95, mais resté désespérément à 0. J'ai soudain saisi quand j'ai entendu « Tu me lis mon Balzac ?» C'était l'appareil qui venait de rendre l'âme, pas ma mère. Maman est toujours là. Et moi, toujours à ses côtés. Comme si ma véritable existence, celle qui fait sens et me rend heureux, se résumait à être sa seule ombre. Je ne sais pas si ma mère a été une bonne mère ou une mère qui a fait ce qu'elle a pu avec ce que Dieu lui a donné comme connaissance, comme amour, comme courage, comme patience aussi. Je sais juste que c'est la mienne. Et que ma plus grande richesse en cette vie est d'avoir su l'aimer. Ainsi parlait ma mère, le livre de Rachid Benzine, publié aux éditions du Seuil, comme les deux autres dont nous avons parlé, Dans les yeux du ciel et Lettre à Nour. Merci beaucoup à Farida Rawaj de sa lecture. Merci à Rachid Benzine. La semaine prochaine, nous serons le 13 mars, donc le samedi à 16h30, et ce sera Justine Augier qui sera l'invitée de cette 1 heure avec, pour son livre Par une espèce de miracle, publié aux éditions Actes Sud. Le débat sera animé par Sylvie Tanette et les textes seront lus par Pierre Beau. Merci à vous deux, merci à tous, bonne soirée et bonne lecture.